Et c'est l'heure du débat avec, en ce dimanche après-midi, Pascal Tournier, bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef adjointe à La Vie, Marion Pariset, bonjour. Bonjour. Secrétaire générale du think tank Le Millénaire, Cécilia Gabizon, bonjour. Journaliste, directrice éditoriale d'ETX Studio. Et Arnaud Benedetti, bonjour, politologue, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. On va commencer en parlant de la crise du Covid avec des contaminations records. On a cité les chiffres dans le journal. 26 896 cas positifs relevés en 24 heures. Un taux de positivité qui monte à 11% maintenant. 17 personnes admises en réanimation. On va tout d'abord faire le point avec Patrick Pelloux, bonjour, le président du syndicat des médecins urgentistes. On va regarder la courbe. Là, on vient de voir les chiffres bruts, mais on va prendre un petit peu de recul et regarder cette courbe avec, on le constate, des hauts, des bas. Quelle est votre analyse de ces chiffres en dents de scie? Comment est-ce que vous les interprétez? C'est l'évolution de la pandémie, hein. C'est l'évolution. Elle ne s'est pas arrêtée avec le déconfinement, elle a continué, on a eu quelques cas, là il y a une petite remontée, donc il y a des courbes mathématiques qui sont inquiétantes pour les jours qui viennent. Pour l'instant, on dépiste beaucoup de malades, ce qu'on n'avait pas au mois de mars et avril, donc c'est sûr que ça fait des chiffres impressionnants, mais comme vous le dites, il y a 17 malades qui sont rentrés en réanimation seulement. Donc, je dirais que là, pour l'instant, la situation est encore sous contrôle. Si ça suit l'évolution des courbes mathématiques fournies par l'INSERM et le Pasteur, c'est sûr que ça va être difficile. C'est pour ça qu'à notre sens, il faudrait réouvrir des lits de réanimation pour anticiper ces courbes mathématiques de tour d'urgence, ce qui n'est pas fait, et refaire venir du personnel à l'hôpital. C'est la une du Parisien aujourd'hui, et c'est vrai que ça pose problème. Le nœud du problème de cette crise, c'est que c'est une crise de l'hôpital qui se ressent sur la société. Et donc, il faut résoudre le problème de l'hôpital pour résoudre le problème de la société. Vous parliez de cette courbe, on va la regarder, ce sont des projections, donc on va rester prudent, des admissions en réanimation. On sait que c'est effectivement le maillon un petit peu plus faible. Vous venez de nous dire qu'à l'heure actuelle, la situation était gérable. Si cette courbe en pointillé, en rouge, atteignait ces chiffres, est-ce que la situation serait gérable? Non, si on n'ouvre pas des lits de réanimation médicale, non. Et ça serait un problème parce que là, il y a vraiment une inquiétude, hein. C'est l'appel des chirurgiens dans le JDD d'aujourd'hui qui disent « nous, on n'est pas d'accord du tout pour déprogrammer ». On risque, en ayant cette volonté de déprogrammer, qui est voulue par un certain nombre de directeurs de crise dans les hôpitaux, notamment à Paris, on risque d'aggraver la situation de malades qui ont des maladies avec une mortalité plus importante que le coronavirus. Donc là, je crois que c'est une mauvaise analyse. Je crois qu'il faut réouvrir des lits de réanimation rapidement pour diminuer la pression qu'il y a, notamment au niveau des services des urgences et des malades graves, et que la politique de déprogrammer, parce qu'en plus, on ne sait pas combien de temps, il n'y a pas un malade qui est au-dessus d'un autre. Vous voyez, la situation à l'emporte-pièce qu'il y a eu au mois de mars et avril, on a tous adhéré, parce qu'il fallait adhérer derrière le chef, il fallait faire nation, comme l'avait dit le président de la République. On a été d'accord. Là, il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité dans les hôpitaux sur ce qui est en train de se tramer, parce qu'il y a une volonté d'augmenter le nombre de lits. Or, vous avez des directions d'hôpitaux qui ne veulent pas augmenter le nombre de lits. C'est ça le nœud du problème. Un dernier point, Patrick Pelloux, pour rebondir sur ce que vous avez dit, rouvrir des lits en réanimation. Alors c'est une très bonne chose, et c'est une idée qu'on entend beaucoup, mais les professionnels de santé nous disent c'est bien beau d'ouvrir des lits, mais il faut avoir du personnel formé, qualifié, en réanimation pour s'occuper des patients. C'est possible? Alors c'est possible. C'est là où on se retourne vers le politique. Faut rendre attractifs ces métiers-là. Alors est-ce que ça veut dire que dans la situation de crise, et ce qui va se passer, eh bien, on défiscalise les revenus des infirmières qui viendraient renforcer? C'est une idée, hein. Je vous rappelle que une partie des revenus qui sont octroyés aux médecins libéraux quand ils font de la permanence de soins sont défiscalisés depuis 2007. Hein. Donc, ça, c'est déjà fait. Donc, il faut rendre attractif ça. L'attractivité, ça se fait par deux choses.
Un, le salaire, deux, les conditions de travail. Et donc, il faut se battre sur ces deux choses, sur ces deux points. Et plutôt que de donner des primes après la crise, à mon avis, là, il vaudrait mieux donner des primes pour que le personnel revienne. Et puis, déverrouiller des freins qu'il y a à l'embauche dans les hôpitaux. Je connais beaucoup d'infirmières qui ont appelé les hôpitaux et qui sont infirmières libérales et qui ont dit bah, tiens, moi, je pourrais aider, retourner en réa, qui avaient déjà été en réa il y a quelques années, et qui disent nous, on est prêts à y retourner. Et ben, elles sont accueillies à l'hôpital comme une porte de prison. Il faut qu'on soit accueillant à l'hôpital. S'il y a des bonnes volontés, il faut les prendre. Merci Patrick Pelloux pour ces différentes réactions. Alors, bon, on pourra revenir sur ce que vient de dire Patrick Pelloux. Effectivement, on manque d'infirmières, mais visiblement, si on le croit, on n'est pas forcément toujours bien accueillis, à vérifier. Bon, la situation, on l'a vu, des pics qui succèdent à des périodes un petit peu plus calmes d'un point de vue politique. Comment on peut gérer ça pour faire passer des messages à l'opinion publique ? Moi, j'aime bien quand même revenir sur ce que dit Patrick Pelloux, parce que je trouve que c'est quand même très important ce qu'il a signé, ce qu'il a dit. Je retiendrai une phrase, notamment, c'est la question de la crise de l'hôpital. Finalement, que la crise du coronavirus s'est superposée à une crise de l'hôpital. Et ça, je pense que c'est effectivement très important. Il citait aussi l'article du Parisien de ce jour qui fait état d'un burn-out généralisé dans le personnel soignant. Je pense que c'est ça, véritablement, le problème aujourd'hui. C'est qu'on est quand même face à une situation où le personnel soignant, voilà, c'est la deuxième vague. Donc, ils sont très fatigués. On n'a pas mis les moyens suffisants pour éventuellement renouveler, même justement, pour qu'il y ait, comme quand il y a une tempête, quand il y a une crise, il faut qu'il y ait un roulement. Et donc là, il a très bien signalé, il y a des problèmes de personnel. On sait qu'il y a des volontés, grâce au plan Ségur sur la santé, de rouvrir davantage, de rendre plus attractifs ces métiers-là, mais ça prend du temps. Donc là, je pense qu'on arrive effectivement à cette situation qui est qu'il faut trouver des solutions rapides pour permettre d'absorber et de faire en sorte que le personnel soignant soit plus soutenu. On est quand même loin de la période où ils étaient applaudis tous les soirs. Je ne suis pas sûre qu'effectivement 80 € par mois, ça suffise aujourd'hui pour véritablement les motiver. Je pense que c'est un problème important qu'il faut souligner. Et notre responsabilité aussi, parce qu'on commence à leur demander de supprimer leurs vacances de Noël et les jours de l'an, parce qu'on a peut-être des comportements un petit peu inconséquents dans notre vie voilà, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Patrick Pelloux. Bon, répondre à votre question. Mais c'est ce que vous avez fait, non? Oui, voilà, très bien. Non, mais on va débattre. On a 2 heures pour ça. Et avant de retrouver Catherine Hill, qui est épidémiologiste, alors ce malaise, effectivement, parce que ça, c'est un autre angle d'attaque entre ces personnels de santé qui sont même, on a vu au CHU de Nantes, qui reviennent soigner des malades alors qu'ils sont positifs. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, mais ça prend du temps de former, d'accueillir du personnel de santé. Oui, ça prend du temps, mais si vous voulez, en fait, moi je crois qu'il y a eu quand même relâchement, et pas relâchement des comportements, je ne suis pas du tout sûr, il y a eu relâchement dans l'action de l'État, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout convaincu que finalement, les pouvoirs publics aient tiré les enseignements immédiats de cette crise. Il y a quand même un certain nombre de médecins, d'autorités sanitaires, médicales, qui alertent notamment sur la question des lits. On n'a pas renforcé les lits en réanimation. Or, l'hypothèse d'un rebond était une hypothèse qu'il fallait prendre au sérieux, en l'occurrence. Et ce qui est quand même très frappant aujourd'hui, c'est les chiffres de contamination en France au regard d'autres chiffres en Europe. On voit qu'aujourd'hui, on est dans la fourchette très haute. Je regardais hier les chiffres. La France, hier, était, je crois, à 26 000, c'est ça, contre 5 000 ou 6 000 en Espagne. Donc, la réalité, c'est que, vraisemblablement, ce qui s'est passé, c'est que le discours de l'exécutif, pour essayer de répondre à la question que vous posiez à Pascal, en l'occurrence, c'est que le discours de l'exécutif a été un discours qui, finalement, a visé d'abord à rassurer, juste après, au moment du déconfinement, rassurer la population sur le fait que la société pouvait se remettre en marche. Et c'était un discours parfaitement légitime, notamment en direction des opérateurs économiques. On a aujourd'hui un autre discours, une autre tonalité de discours qui est une tonalité qui est beaucoup plus, disons, alarmiste en l'occurrence. Et si vous voulez, cette succession de tonalités ne facilite pas en matière de communication
communication, l'appropriation des messages par l'opinion publique. Et à cela, si vous rajoutez le fait que quand même un certain nombre, encore une fois, de médecins, de représentants du personnel soignant, M. Pelou, entre autres, disent que finalement la politique, la question de la logistique, la question des moyens qui est au cœur de cette crise, parce que finalement si on nous a confinés au mois de mars, c'est parce qu'on savait très bien qu'il y avait une tension sur l'offre de soins, en l'occurrence. Il y a eu, si vous voulez, une difficulté à gérer, disons, de manière très réactive et en vue et dans l'hypothèse d'un rebond, cette situation. Et c'est peut-être la raison aujourd'hui pour laquelle une partie de l'opinion publique a du mal, et même une grande partie de l'opinion publique, si on suit les études d'opinion, a du mal à adhérer, en tout cas, à la façon dont l'exécutif gère cette crise depuis quelques semaines. Alors, avant de vous écouter, on a deux questions à poser à Catherine Hill, qui est épidémiologiste. Bonjour et merci d'être avec nous. Quels sont, déjà, on a vu les chiffres il y a quelques instants, on les a commentés avec Patrick Pelou. Quelles sont pour vous les raisons de cette reprise, de ces cas records de contamination ? On a laissé depuis le début le virus circuler dans le pays et on a accepté sa circulation, sans jamais chercher à contrôler vraiment l'épidémie, comme ce qui a été fait dans un certain nombre de pays avec succès, commençant par la Chine, et puis aussi la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud. On a laissé le virus circuler, on a confiné sans tester, ou en testant très peu. Donc quand on a arrêté de confiner, le virus s'est remis à circuler, et le virus circule. Et ce qu'on connaît de la circulation du virus n'est qu'une petite partie de la vraie circulation du virus, parce qu'on n'a jamais fait un sondage sur un échantillon représentatif avec des tests PCR, pour savoir combien de gens sont positifs à l'instant T. Les Anglais viennent de faire leur 5e sondage en Angleterre, pas au Royaume-Uni, et ils ont trouvé que 5,5 personnes sur 1000 étaient positives. Si c'est la même chose en France, ça fait beaucoup plus que 27 000 cas qui seraient positifs si on testait tout le monde. Donc le virus circule. Ce qu'il faut faire, c'est essayer d'arrêter cette circulation. Et pour ça, il faut tester et isoler très rapidement les cas positifs, dont beaucoup sont complètement asymptomatiques. Donc il faut organiser un dépistage de masse de la population. Tant qu'on ne fait pas ça, le virus circule. Et voilà pourquoi le cafouillage continue. On a eu le cafouillage des masques, maintenant on a le cafouillage des tests. Alors, à vous écouter, vous pointez un peu du doigt les autorités dans leur gestion de cette crise, et y compris toujours à l'instant T. Oui, bien sûr. On a des mauvais indicateurs, on a des bagarres de chiffres, on n'a même pas des bonnes données. Les meilleures données qu'on ait, c'est les admissions à l'hôpital, les admissions en réanimation et le nombre de morts. Tous ces indicateurs augmentent un peu moins vite cette semaine qu'il y a 15 jours, mais quand même augmentent tous les jours. Il y a toujours plus de gens qui arrivent en réanimation et donc le système va être très bientôt en très grand danger. Et on continue à ne pas s'attaquer vraiment au problème. Or, il y a énormément de façons de faire des tests. Maintenant, on a des tests antigéniques, on peut faire des tests groupés, on peut chercher le virus dans les eaux usées. Enfin, on pourrait essayer de trouver rapidement les gens qui sont positifs pour les isoler. C'est pas une maladie contagieuse. Il faut trouver les gens qui sont contagieux et les isoler. Mais il faut les trouver vite et ce virus est méchant parce qu'il se cache chez des porteurs asymptomatiques. Et quand on trouve les gens symptomatiques, ils sont déjà contagieux depuis quelques jours, donc ils ont déjà contaminé autour d'eux, donc c'est déjà tard. Et comme on trouve les gens symptomatiques, on les teste, ça prend encore quelques jours, on leur donne les résultats des tests, ça prend encore quelques jours, on leur dit qu'ils sont contagieux au moment précisément où ils ne le sont plus. Donc on ne contrôle pas la circulation du virus en France. Merci beaucoup Catherine Hill, ça a été très clair, très limpide comme démonstration. Allez, un commentaire, 1 minute chacune, avant de marquer une petite pause sur cette gestion peut-être de la crise. Les mots ont été forts là. Oui, tout à fait, les mots sont très forts, mais ils sont à la hauteur de ce que révèle finalement la crise du coronavirus. Elle nous révèle finalement deux choses. D'une part, la crise de la communication du gouvernement qui a dérapé à chaque étape de la crise sur les masques, sur les tests, etc. Qui finalement est à mettre en relation avec la difficulté que nous avons tous, en tant que société, même de manière générale, à comprendre ce virus, à comprendre la façon dont il fonctionne et à devoir faire l'équilibre entre les impacts économiques et les contextes sanitaires qui sont finalement les deux intimement liés.
on ne pourra pas sortir de cette crise positivement sans avoir aussi la question économique, sans heurter notre économie. Et de l'autre côté, on a la crise de l'hôpital qui a été révélée. On partait d'une situation où on considère à juste titre, que notre hôpital était de très bonne qualité, mais il valorisait plus le qualitatif que le quantitatif. Et dans cette dimension-là, c'est là que ça pêche. On se retrouve avec trop peu de lits de réanimation comparé à l'Allemagne, par exemple, qui contribue à même pourcentage de son PIB pour la santé. Et on a beaucoup encore à faire et on voit qu'on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Ouais, je serais un peu plus nuancé, on va dire, sur l'action du gouvernement, parce qu'on voit que dans tous les pays, c'est la galère. Je résume. En Israël, qu'on nous citait comme exemple dans la première vague, en montrant comment ils avaient jugulé l'épidémie, aujourd'hui c'est catastrophique. La Suède, qui a essayé une autre voie, s'interroge sur le fait qu'ils vont pouvoir tenir... Ils n'ont pas confiné, donc pour résumer. Ils s'interrogent sur le fait s'ils vont pouvoir tenir ça, parce que le nombre de cas est aussi en train d'augmenter. Donc quelque part, si je reprends Eric Combe, qui est aussi épidémiologiste, on gère à 15 jours. Alors, on gère un 15 jours un peu partout, c'est l'ère de l'incertitude. Alors là-dedans, ça pose plein de questions, notamment pour la puissance publique, qui est une puissance de prévision. Normalement, les attributs de la puissance publique, c'est la prévision. Elle est dans une situation où il y a presque une difficulté majeure à prévoir. Donc, il y a un mélange d'éthique, des choix éthiques, et ensuite de pragmatisme sur ce qu'on fait. Quand je dis éthique, c'est aussi les choix économiques. Est-ce qu'on laisse mourir certaines personnes au nom de l'économie? Donc aujourd'hui, on est dans cette combinaison qui est extrêmement difficile à gérer et qui demanderait aussi du consensus et aussi du pragmatisme, c'est-à-dire notamment la question des tests. Est-ce qu'on fait des tests autrement? Est-ce qu'on teste plutôt dans les entreprises en se disant ça fait des clusters, c'est plutôt là qu'il faut le faire? Enfin, il y a un mélange en fait de principes et de ponctuellement de voir comment on agit dans cette espèce d'instabilité. Bien, merci beaucoup. On va marquer une petite pause. On va s'intéresser à ces nouvelles violences contre des policiers. Cette fois, c'était à Champigny, sur Marne. Philippe Juvin sera l'invité. Philippe Juvin, c'est le chef du service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou. Il sera l'invité d'Amélie Carrouer à 18h30. Et c'est la suite de LCI Tout Info. On va s'intéresser à ces nouvelles violences contre les forces de l'ordre. Une nouvelle fois, le commissariat situé dans la cité du Bois-l'Abbé à Champigny-sur-Marne a été la cible d'une attaque au mortier artisanal. 40 délinquants ont attaqué un peu avant minuit les policiers de ce commissariat. Image impressionnante. Ce n'est malheureusement pas une première pour ce poste de police. Alors on le sait, il y a eu Herblay et ses deux policiers massacrés, pour reprendre l'expression du ministère de l'Intérieur. Nous sommes avec maître Laurent Franck Liénard. Bonjour, vous êtes avocat, vous défendez souvent les forces de l'ordre. Avant de s'intéresser au profil de ces délinquants, est-ce que vous constatez qu'il y a plus d'attaques visant les forces de l'ordre ou autant que ces dernières années, mais qu'elles sont plus violentes? La question est intéressante parce que là, on a une attaque qui est très visuelle, qui est filmée avec les réseaux sociaux, elle est diffusée, mais c'est tous les jours qu'il y a des attaques contre les policiers, tous les jours. Lorsqu'on dit qu'il y a 2 refus d'obtempérer par heure en France, ça veut dire que toutes les heures, il y a 2 personnes qui foncent avec leur voiture sur les policiers. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, les policiers sont des cibles et que la vie du policier, elle n'importe plus du tout. C'est-à-dire que l'homme ou la femme qui se trouve sous l'uniforme est complètement négligé. On se moque éperdument de sa vie, on se moque éperdument de lui porter atteinte, de lui porter des blessures graves, de le faire brûler dans sa voiture comme ça s'est passé à Viry-Châtillon. Les mortiers d'artifice qui sont utilisés, ils peuvent tuer un policier. Les jeunes qui les attaquent s'en moquent éperdument. Et ça, c'est terrible, cette désinhibition dans la violence. Oui, mortier artisanal, quand on dit ça, c'est pas fait pour minimiser, bien sûr, parce qu'à quelques mètres de distance, ça peut tuer. Alors, je vais vous poser la question, qui se trouve face aux forces de l'ordre? Je vous propose auparavant, avant de répondre, d'écouter l'analyse que faisait Martine Montel, c'est l'ancienne directrice de la police judiciaire. La question portait, l'enregistrement a eu lieu hier avec Amélie Carrouer, avant cette histoire de Champigny, ça portait sur Herblay. Petit à petit, on s'est rendu compte qu'on était face à une délinquance beaucoup plus diluée, c'est-à-dire sans foi ni loi. C'est ces jeunes des banlieues qui sont des oisifs, qui sont pour la plupart dans la drogue. C'est quand même les supermarchés dans ces quartiers. Et ces jeunes, avec archi connus des services de police, parce que beaucoup de délits à leur actif.
eh bien, ils font ça un peu à l'instinct, si vous voulez, c'est-à-dire sans réflexion, sans affect. Et c'est là où ils sont très dangereux. Voilà, des gens alors sans foi ni loi liés au trafic de drogue. Ce sont ces personnes qui se trouvent face aux forces de l'ordre, comme peut-être une enquête ouverte hier soir. Ça ne fait absolument aucun doute, et pour les confronter très régulièrement devant les cours d'assises et les tribunaux correctionnels, je peux vous dire que les gens qui attaquent les policiers sont des abrutis finis, ce sont des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font, aucune idée de la raison pour laquelle ils le font, et c'est véritablement une haine viscérale. C'est pour ça que l'ensauvagement me semble un qualificatif tout à fait adapté. Ce sont des gens qui se comportent de manière extrêmement sauvage, sans respect d'aucune règle, sans respect de rien, et certainement pas de la vie humaine, et certainement pas des gens. Il y a un rapport avec l'altérité qui est passionnant sur le plan psychiatrique et psychologique, mais qui est effrayant sur le plan social. C'est-à-dire que l'autre n'existe absolument pas. Et ceux qui ont fait brûler les policiers à Viry-Châtillon sont exactement dans ce critère-là, dans cette personnalité-là. C'est tout à fait effrayant. Alors, maître, quelle réponse face à ces individus, allez, je vais dire déstructurés, pardon, il y a peut-être d'autres mots que je pourrais employer, mais quelle réponse? Quelle réponse pénale adopter à quelqu'un qui a perdu pied déjà depuis très longtemps, qui est un jeune majeur ou un mineur adolescent, et qui de toute façon ne connaît plus la règle, ne l'a jamais apprise. Ça va être très dur de revenir en arrière, de revenir là-dessus et d'essayer de les recadrer, ces gens-là. En revanche, ce que l'on peut faire peut-être, c'est leur appliquer une vraie sanction, leur faire comprendre que quand on franchit la règle, la sanction est réelle, elle est dure, et je pense qu'il faut être plus dur avec le crime qu'on ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le crime paye parce que l'impunité judiciaire, c'est une réalité. Merci maître, restez avec nous si vous le pouvez, on va débattre un peu dans le studio, et puis on reviendra vers vous, on a encore des questions à vous poser. C'est un peu effrayant, alors ce double constat, parce qu'on a entendu Martine Monteil, on vient d'entendre maître Liénard, ils nous disent c'est dur de revenir en arrière. Est-ce qu'on a atteint un point de non-retour ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite à la transgression parce que tout simplement, ils n'ont plus la notion même de transgression, vraisemblablement. Et ce qui est frappant avec ce type d'événement, qui quand même se répète de manière de plus en plus soutenue, c'est l'extrême violence que ces événements manifestent. L'extrême violence. Et surtout, ce qu'il faut aussi dire, c'est que ce sont des gens qui sont très jeunes également, qui malheureusement sont à l'origine de ces actes. En fait, sur le fond, on paye vraisemblablement des décennies de culture de l'excuse. Ça, c'est une réalité qui malheureusement a vraisemblablement permis cette forme de désinhibition. On paye aussi sans doute l'insuffisance, et c'est ce que disent d'ailleurs les policiers, de la réponse pénale à ce type de délit. Et puis le dernier point qui est lié, c'est que ça a été déjà dit des milliers de fois, et c'est même trivial de le dire, c'est que à partir du moment où on n'a plus peur du policier, c'est qu'on ne respecte plus du tout toute forme d'autorité. En l'occurrence, comment on rétablit l'autorité ? L'autorité, c'est une éducation. Vous savez, c'est pas quelque chose qui, in fine, s'apprend forcément spontanément, en l'occurrence. Et donc, respecter l'autorité, ça signifie avoir des politiques qui, en amont, notamment sur le plan éducatif, font qu'on accepte finalement de se plier à ce qu'est une autorité juste, qui est en l'occurrence l'autorité de la République. Moi, je préciserai quand même un petit peu le contexte quand même dans lequel s'est produit cette attaque, évidemment, qui est plus que détestable. On est quand même au cœur de ce qu'on appelle la question du trafic de drogue. Donc c'est quand même, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger, toutes les situations d'ultra-violence. Là, en l'occurrence, comme ce qui s'est passé aussi à Herblay, vraisemblablement, encore une fois, il y a des enquêtes qui sont en cours, mais on est vraiment là face à des cas très précis de trafic de drogue. Donc on voit bien que les policiers
policiers, vraisemblablement, sont au cœur justement de cette lutte contre ce marché. Donc je pense que aussi la réponse, d'abord, c'est, parce qu'on le sait aussi, la France en la matière est une plaque tournante. Il y a un trafic très important. On le sait normalement, enfin, c'est soi-disant la priorité affichée par le nouveau ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de lutter contre ce marché des stupéfiants. Donc je pense qu'il y a aussi peut-être cet aspect-là aussi des choses à voir et pas mettre tout dans le même sac sur la société qui a perdu l'autorité ou les jeunes sont dans le sauvagement. Je pense qu'il faut aussi peut-être serrer un petit peu les priorités. Voilà. En tout cas, là, c'est parce que finalement, là, quand on voit ça, c'est pas nouveau. Alors moi, pendant de longues années, j'étais reporter en banlieue, justement, mais pas qu'en banlieue, hein, mais je veux dire, la banlieue concentre, quand on dit la banlieue, les quartiers populaires concentrent des problématiques de la société française, des problématiques qui ne sont pas propres au quartier, mais qui y sont exacerbées. Bien sûr, la question de la violence était très présente, et puis plus elle dure dans les années, plus finalement on franchit des paliers, parce qu'elle devient une forme de norme. Et la violence est une forme de norme aujourd'hui dans la société française tout entière. Quand on voit qu'on a des livres entiers sur des formes de haine entre les sexes, entre les gens, le mouvement des Gilets jaunes quelque part a aussi mis en scène une forme de confrontation aussi avec la police. C'est-à-dire que la haine est partout et il y a une sorte de justification de la violence. Alors ils n'ont peut-être pas forcément ça en tête quand ils attaquent le commissariat, mais ce que je veux dire c'est que le climat global est un climat où on se sent légitime à faire usage de la violence. Alors ensuite, comment on traite ça? Mais il y avait la question de la police de proximité. Et je pense que c'est important d'en reparler. C'est pas nouveau tout ça. C'est-à-dire que les rapports très dégradés entre la police et les quartiers, entre le commissariat qui était enserré dans un quartier, comme c'est le cas de ce commissariat en question, qui est excentré, qui se retrouve dans un quartier où il est régulièrement attaqué. Comment recréer du lien? Alors ça paraît peut-être un peu gentil quand ils viennent de se faire attaquer au mortier, mais sur la durée, il va bien falloir organiser des solutions. Donc comment recréer du lien? On a supprimé la police de proximité. C'était peut-être pas forcément une bonne idée, parce que la police de proximité, c'était pas que la police qui copinait avec des voyous, c'est la police qui était avec tous les habitants. Et cette légitimité de la police au quotidien, elle est importante dans la façon dont on va pouvoir projeter les relations au global avec la police. Si les parents de ces jeunes, par exemple, quelque part ont une familiarité avec la police, ce sera pas la même histoire que si tout d'un coup, en fait, il y a cette distance permanente entre le commissariat qui se barricade et les habitants. Donc, c'est pas naïf de penser que de toute façon, il va falloir retricoter des relations plus régulières entre la police et les habitants. Alors, avant d'écouter Marion Parizet, on va poser la question, on va retrouver Maître Liénard. Vous nous avez parlé, on abordait les solutions tout à l'heure, on vous posait les questions, sanctions. Et effectivement, dans la classe politique, il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui réclament des sanctions encore plus fortes. Mais sur ces police de proximité, sur ce quartier de reconquête républicaine, parce qu'il faut rappeler que le quartier du Bois-l'Abbé, c'est un quartier de reconquête républicaine. Est-ce que tout ça, c'est vraiment des vieilles recettes qui ne marcheront jamais, ou bien est-ce qu'il faut essayer de les remettre un peu au goût du jour? La police de proximité, elle se fait tous les jours. Vous savez, les policiers, tous les jours, ils vont dans les quartiers, ils essayent de parler aux jeunes, ils essayent de parler aux gens, et ils font justement le lien social. Ce sont les derniers à faire le lien social dans les quartiers, ce sont justement les policiers. Et la majeure partie du travail du policier, c'est d'être présent, d'assurer sa présence, mais d'assurer une présence qui n'est pas une présence forcément armée et belliqueuse, mais qui aussi est une présence de lien social. La difficulté, c'est que vous avez depuis 2 ans, et depuis les événements liés aux Gilets jaunes et l'absence totale de communication de l'État sur la police et sur ce qu'elle fait, vous avez un police bashing qui s'est installé, et il n'y a pas une journée sans qu'on critique le travail des policiers. Et ça joue beaucoup sur la distorsion du lien, la distension du lien entre la police et la population. Pour remettre un lien entre la police et la population, il faudrait peut-être arrêter de dire que les policiers sont violents, qui tuent les gens et qui passent leur temps à taper sur les pauvres délinquants. Ce qui n'est pas vrai, évidemment, parce qu'on a une police qui est extrêmement républicaine, qui fait un boulot extraordinaire, qui sauve des gens tous les jours. Et je pense qu'on a plus intérêt à le dire, à le montrer, à montrer que les gendarmes dans le sud de la France se sont mis en danger de manière terrible pour sauver une vie, pour sauver 10 vies. Les policiers tous les jours se mettent à l'eau dans des courants d'eau pour essayer de sauver des noyés, ils décrochent des pendus, ils vont à la rencontre des accidentés de la route. Toute la journée, les policiers font ça, et je pense qu'il faudrait redorer le blason de ce métier qui est un noble métier et qui est surtout le dernier rempart de notre sécurité.
Quel impact ont ces manifestations, vous l'avez évoqué brièvement, auxquelles on a cité ces dernières semaines dénonçant, alors je cite, les violences policières ou une police raciste, pour reprendre les mots d'ordre des organisateurs. Est-ce que ça a un impact auprès d'une frange, d'une petite partie de la population ? Non, c'est un impact auprès de toute la population. Parce que les policiers, ils me disent, quand on faisait un contrôle routier avant pour un feu rouge, pour un excès de vitesse, ça se passait bien. Les gens n'étaient pas contents, évidemment, parce qu'ils avaient été interpellés, mais ça se passait quand même dans le respect. Aujourd'hui, ça ne se passe plus du tout dans le respect. Les premières phrases qu'ils reçoivent, c'est vous n'avez qu'à aller dans les cités, et puis arrêtez de faire chier les gens, arrêtez de leur taper dessus, arrêtez de tuer les jeunes. C'est parce que dans l'inconscient collectif, on commence à voir le policier comme le mauvais flic, comme celui qui est à l'origine des faits de violence. En fait, il n'est jamais à l'origine des faits de violence, le policier. Il essaie juste de faire appliquer la loi. Si la loi est appliquée, le policier n'a pas de travail. Il est très bien, il est tout à fait dans son rôle, parce qu'il pourra parler aux gens et il pourra rentrer chez lui le soir et embrasser ses enfants. C'est ce qu'il veut, le policier. Il ne veut pas du tout faire usage de la force. Mais on le place aujourd'hui dans une situation où tous les rapports sont tendus, où il n'y a plus aucune interaction avec la population qui soit conforme au bon sens, tout simplement au bon sens, à la courtoisie, aux relations sociales élémentaires. Et ça, c'est inquiétant. Merci beaucoup, Maître Liénard, d'avoir été avec nous dans LCI Tout Info cet après-midi. Réaction à tous. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments qui viennent d'être dits. Maître Liénard vient de nous indiquer. J'aimerais surtout revenir peut-être sur une dégradation progressive de la légitimité de l'État. Parce qu'il y a quelques années, on parlait aussi des attaques contre les magistrats, contre les juges. Aujourd'hui, finalement, on observe quasiment que les policiers, les gendarmes, et maintenant les maires aussi, parce qu'il y avait cette question-là pendant l'été, ont remplacé. Finalement, est-ce qu'on n'a pas, en détricotant les questions des remises de peine, en avançant les sorties de prison, décrédibilisé l'institution judiciaire, au point de finalement n'en faire plus qu'une formalité? Aujourd'hui, le dernier rempart qui existe, le dernier représentant de la loi, ça devient la police. Et c'est eux qui vont se prendre les coups, finalement, de cette manque de crédibilité qui est en train de s'ancrer, finalement, dans les relations. Et ça, c'est derrière, je suis tout à fait d'accord avec ce que Maître Liénard disait, c'est-à-dire que il y a la question de la vie et les conditions de travail des policiers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, d'un côté, leur manquer de respect ou dire qu'ils sont forcément à l'origine des violences, tout le temps les remettre en cause, et leur exiger d'eux de travailler dans des conditions où ils sont en sous-effectif, où ils n'ont pas moyen d'être partout à la fois. On demande aujourd'hui d'assurer finalement un contrôle de la vie dans l'espace public qui dépasse largement les capacités qu'ils ont. Par exemple, dans des arrondissements de Paris, c'est très compliqué pour la police d'intervenir de nuit. Quand depuis, en plus, avec les dispositifs Sentinelle et autres, suite aux attentats, les renforts, les besoins qui sont nécessaires pour intervenir, on ne peut plus intervenir à 1 ou 2. On est obligé d'être 4 par mesure de sécurité. À partir de là, on réduit nos capacités. Il faut trouver l'équilibre et être capable aussi de donner les moyens à la police et au système judiciaire d'être crédibles face à ces personnes. Ouais, les policiers, peut-être une réflexion sur, je posais la question à Maître Liénard, sur ces manifestations qui sont organisées ces dernières semaines pour dénoncer, je cite entre guillemets, les violences policières, une police raciste. Est-ce que ça a un impact ou pas? Lui a tendance à nous dire oui sur l'ensemble, parce que moi je lui disais pour une petite partie de la population, lui dit non pour l'ensemble. Moi j'ai envie, je trouve que ce qu'il disait qui était très intéressant, c'est qu'effectivement je pense que ces derniers temps on a eu tendance peut-être à mettre en avant, en tout cas l'actualité fait que justement ces violences policières, c'est peut-être ces actes racistes. Je trouve qu'il a raison de dire qu'il faut aussi montrer l'autre visage, enfin, l'action positive aussi auquel s'emploient les policiers, le fait qu'ils sauvent des vies. Je pense qu'effectivement, il faut montrer l'intégralité. Il y aurait presque une vertu, enfin une mission pédagogique à faire vis-à-vis du métier de policier qui serait intéressant à mettre en avant. Mais pour revenir à ce que vous venez de dire sur les questions des violences policières ou des actes dits racistes, oui, je pense que quand on prend ce qui s'est passé pendant les manifestations des Gilets jaunes, il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont été
qui n'étaient pas habitués à manifester, qui se sont retrouvés soit un œil, une blessée en tout cas lors de ces manifestations. Donc qui après, ces gens-là, c'est toute leur famille aussi qui du coup sont aussi indirectement touchés. Donc je pense que ça a quand même eu un impact malgré tout peut-être plus large que juste des populations très circonscrites. Même si, on va regarder, il y a eu un sondage qui a été fait, alors, qui date du mois de juin, 76% des personnes interrogées font confiance à la police. Il y a un petit décrochage. Alors évidemment, si on remonte à novembre 2015 ou après les attentats de Charlie, on était un petit peu plus haut. Sans doute que l'épisode Gilets jaunes est passé par là, mais il y a encore un taux de soutien, d'adhésion auprès des forces de l'ordre. Oui, c'est clair. Aujourd'hui, certes, l'image s'est un peu, si vous voulez, effritée par rapport à la vague des attentats de novembre 2015 où la population applaudissait les policiers. Mais quand on regarde finalement aujourd'hui le capital sympathie dont dispose la police, il reste extrêmement fort. Et même quand on voit la remise en cause de l'ensemble des autorités, de la remise en cause de l'institution, on peut considérer, quand on regarde et quand on analyse ces études d'opinion, que la crédibilité de la police dans l'opinion publique aujourd'hui est extrêmement soutenue. Sauf que la difficulté, si vous voulez, la police aujourd'hui, c'est une institution qui concentre toutes les contradictions de la société française et toutes les tensions de la société française. Ce qui était très intéressant dans ce que disait Maître Liénard, c'était la réflexion de ces automobilistes qui n'acceptent pas d'être contrôlés et qui disent aux gendarmes ou aux policiers, finalement, allez faire votre job, allez faire votre vrai job dans les cités. Ça veut dire qu'il y a une partie de la population qui considère en effet, et ce sont vraisemblablement peut-être ceux qui ont attaqué ce commissariat à Champigny, que la police aujourd'hui finalement est un élément qui non seulement gêne leur petit trafic, mais aussi un élément qu'il faut rejeter. Et puis une autre partie de la population qui considère qu'elle est captive par rapport à l'autorité, en l'occurrence, c'est le cas de cet automobiliste, et que la police ne fait pas le job pour lequel le job essentiel qu'elle devrait faire, c'est-à-dire assurer la sécurité, assurer la protection. Donc je crois que c'est ça aujourd'hui qui se joue dans l'image de la police, mais encore une fois, globalement, quand on regarde encore une fois les études d'opinion, il faut être clair, l'institution policière plutôt bénéficie encore d'une confiance qui est importante. Mais par contre, ce qui est vraiment nouveau aujourd'hui, c'est l'adhésion aux institutions en général qui pose problème. Vous savez, Tocqueville parlait de l'état des mœurs. L'état des mœurs, c'est quand à un moment donné, une opinion, une population n'adhère plus aux institutions. Il dit là, à partir de là, vous entrez dans une zone de rupture. Et bien, c'est un peu dans cette zone de rupture que nous rentrons malheureusement progressivement. Mais je verrais d'ailleurs une similarité un peu entre les questions qu'on se posait autour du Covid, la gestion de la crise et la police. C'est qu'en fait aujourd'hui dans les fonctions de l'État, les fonctions régaliennes de l'État, il y a la sécurité, il y a la santé, il y a l'éducation. Globalement, on envoie en fait des fonctionnaires, on va dire plutôt mal payés, assurer des missions extrêmement importantes, des missions vitales. Et donc c'est assez incroyable finalement qu'aux avant-postes de la société, de ce qui incarne l'État, de ce qui structure la social-démocratie française, en fait on a les policiers, les soignants, les professeurs, tous en sous-effectif, relativement mal payés. Et donc c'est intéressant de voir aussi cette dégradation-là, c'est-à-dire que nous comme citoyens, si je retourne 2 secondes la question, nous comme citoyens, qu'est-ce qu'on est prêt, ça on y viendra plus tard, à payer pour avoir en fait des services publics puissants, qui incarne l'État et qui nous incarne tous et dont on soit aussi satisfait. Parce que là, on est quelque part toujours en train d'exiger des soignants, un service de santé, de la police, de la sécurité, mais toujours dans un cadre où, en quelque sorte, personne ne veut mettre soi-même la main à la poche. Et je dis un nous collectif. Donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, tout l'État, tout ce qui incarne l'État est fragilisé et mis sous tension dans des professions qu'on a dit en première ligne. Et la police est en première ligne à plusieurs titres. Elle est aussi en première ligne parce qu'il y a eu un retrait des services publics sur le terrain, un retrait de ce qui étaient les associations, les travailleurs, les services sociaux, et qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un souci, quelque part, il n'y reste que la police sur le terrain. C'est aussi pour ça qu'elle éponge toutes les contradictions de la société. En fait, en première ligne, dès qu'il y a un problème, il y a d'abord la police. Et elle n'est pas toujours formée ni même habilitée dans sa mission à régler ces questions-là. Donc c'est intéressant de voir tout ce qui se passe autour de la police, parce qu'il manque des associations, des travailleurs sociaux qui, avant, faisaient des intermédiaires dans la gestion des difficultés. Alors ensuite, il y a une dernière question quand même qui est autour de ces jeunes là, qui attaquent les commissariats, parce qu'on n'en a pas directement parlé.
il ne faut pas faire de généralité. Mais effectivement, il y a des niveaux de violence où, pour avoir vécu longtemps au Brésil, qui est un pays extrêmement violent, en fait, on passe des seuils. Et c'est quelque chose d'observé en Amérique latine aussi. Alors, il y a le seuil déjà de la diffusion des armes, qui est un seuil très important, c'est-à-dire que plus les armes circulent, et on le voit aux États-Unis aussi, plus il y a de morts. C'est-à-dire que quand il y a des armes, il y a des morts. Et il y a le seuil aussi de ce qu'on banalise comme niveau de violence. Et là, je dirais qu'en France, on a probablement, mais ça date déjà des années 90, on a franchi des seuils successifs, en fait. Bon, on continue ce débat sur, pour finir votre démonstration. On va marquer une petite pause et on se retrouve juste après. Je précise que Linda Kebab sera l'invitée d'Amélie Carouer, c'est cette syndicaliste policière du syndicat SGPFO qui vient d'écrire un livre assez instructif d'ailleurs. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, Pascal, où les policiers ont eu le sentiment, notamment durant l'épisode des Gilets jaunes, d'être entre le marteau et l'enclume. A tout de suite. Et on continue de parler de cette attaque hier soir du commissariat du Bois-l'Abbé à Champigny-sur-Marne. Les images, on les a vues, elles sont impressionnantes. On s'est attaché aux faits il y a quelques instants, aux réactions des policiers. On va s'attacher à présent à la lecture politique avec tout d'abord ces nouveaux tweets de Gérald Darmanin, nouveaux tweets au pluriel, le ministre de l'Intérieur qui dénonce dans un premier tweet des agissements de caïd qui n'impressionnent, dit-il, personne et ne découragent pas notre travail de lutte contre les stupéfiants. Et puis un peu plus tard, Gérald Darmanin parlait de fermeté de la part de la police. J'ai demandé à la préfecture de police la plus grande fermeté. Les enquêteurs sont à pied d'œuvre pour identifier, écrit-il, les fauteurs de troubles. Alors on va parler de cet aspect politique avec d'une part Laurent Jacobelli, bonjour, porte-parole du Rassemblement national, il est avec nous, et puis Bruno Bonnell qui est député La République En Marche du Rhône, et bonjour, merci d'être avec nous. Tout d'abord, je vais vous poser une question à chacun et puis vous pourrez vous répondre et échanger des arguments. Laurent Jacobelli, Marine Le Pen a réclamé tout à l'heure, je cite, un tour de vis considérable sur la criminalité. Ça passe par quoi, Laurent Jacobelli, ce tour de vis ? Ça passe d'abord par arrêter un déni de réalité. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'ensauvagement en France a atteint un niveau inacceptable pour la population. Ce qu'on a vu hier, c'est une véritable milice anti-flic, une milice contre la nation, contre l'autorité qui a attaqué un commissariat de police. Et on ne peut plus se contenter de réagir sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas des mesures. Il faut maintenant clairement appliquer des peines de justice, arrêter avec le laxisme judiciaire, arrêter avec la logique de l'excuse qui, depuis des années, a gangréné la situation en faisant des coupables des victimes de la France. Il faut aussi, bien évidemment, quand il y a parmi les émeutiers des étrangers, les renvoyer dans leur pays d'origine. Tout ce qui n'a pas été fait depuis des décennies où, au contraire, on s'accommode des trafics de drogue, du communautarisme dans certaines cités, parfois à des fins électoralistes. Et la gauche, comme la droite, ont trop souvent fermé les yeux, trop souvent demandé d'être laxiste avec ces délinquants. Il faut maintenant changer de braquet, passer la 5e vitesse, arrêter évidemment ces personnes, les condamner à des peines de prison fermes et que ces peines de prison soient exécutées. On ne peut plus tolérer aujourd'hui ces défis permanents à l'autorité de la République. Restez avec nous, Laurent Jacobelli. Je vais poser une question à présent à Bruno Bonnell, député LaREM du Rhône. On vient de voir les tweets de Gérald Darmanin. On a un peu l'impression que ce sont des mots qui reviennent en boucle. Est-ce que vous êtes démunis face à ces attaques qui se succèdent contre les forces de l'ordre ? Et je vous trouve quand même bien sévère, parce que si on regarde les actions qui ont été menées par le ministre Gérald Darmanin et toutes ses équipes depuis maintenant plusieurs semaines, on a bien fait des descentes sur les trafics de drogue quand l'ambiance était plutôt à dépénaliser parfois le cannabis. On a bien une mobilisation policière très importante. Je considère ce qui s'est passé hier est bien un symbole d'une dérive. On a bien, j'ai écouté votre reportage, c'est effectivement une bande organisée, donc on va les trouver. Toute bande organisée fait qu'elle a une organisation, une hiérarchie, donc ils vont être repérés. Et on jugera justement, à l'aune des peines qui seront prononcées, la sévérité du gouvernement. Donc je crois que M. Jacobelli,
connaît bien la recette théorique. Il se trouve que nous, on doit en faire la pratique. Et la pratique aujourd'hui, elle est bien la sévérité, elle est bien de laisser tomber un certain laxisme, mais pas non plus tomber dans la caricature du Yaka Faucon et de nous rappeler des histoires d'il y a plusieurs décennies. Ce gouvernement a pris la mesure de l'enjeu. Je crois que M. Gérald Darmanin est dessus et on travaille activement à ce que la situation se restaure et j'espère qu'on en verra les fruits rapidement. Laurent Jacobillier, est-ce qu'on a pris, le gouvernement a pris la mesure de l'enjeu, hein, pour rebondir sur ce que vient de dire Bruno Bonnell? Agressé à Herblay, aujourd'hui une attaque contre un commissaire. Et maintenant, pratiquement tous les jours ou toutes les semaines, qu'il se passe une attaque, soit contre les policiers, soit contre des maires, soit contre des pompiers, c'est-à-dire des représentants de l'État et de l'autorité. Je trouve que l'autosatisfaction de M. Bonnell est un peu déplacée. Malheureusement, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Les rodomontades sur Internet, les coups de semonce sur Twitter n'ont jamais fait peur à un dealer ni à un délinquant. Il faut maintenant, sur le terrain, renforcer nos équipes de police et les soutenir. Alors c'est vrai que M. Darmanin se déplace et est à leur côté. Ça change un petit peu du ministre précédent qui, lui, avait fait des policiers des coupables présumés, coupables de violence et de racisme. On a changé cette logique et il faut continuer. Maintenant, il faut aussi que M. Dupond-Moretti comprenne que la justice en France, c'est aussi mettre les délinquants en prison. C'est pas simplement faire des parties de baby-foot avec de jeunes délinquants. Tant que le tandem justice-police ne marchera pas dans le même sens, eh bien on continuera à avoir des scènes comme on en a eu à Champigny. Ces gens-là, leur place est en prison. Attaquer un policier, c'est pas anodin. Il faut des peines incompressibles, des peines planchées pour ces gens-là, et que ces peines soient appliquées. Je rappelle qu'aujourd'hui, quand on est condamné à une peine de moins de 3 ou 5 ans de prison, il y a quand même très peu de chances qu'on aille effectuer sa peine en prison. Il faut que ça change. Bruno Bonnell, est-ce que la parole devrait être donnée aux magistrats avec un peu plus de fermeté? On reparle des peines planchées notamment. Je pense qu'il y avait loin de ma part de l'autosatisfaction. Je constate, comme tous nos concitoyens, qu'effectivement, il y a une espèce d'impunité qui se développe et qu'il faut sévèrement réprimer. Donc là-dessus, on est d'accord. Ce qui me fait un petit peu réfléchir, c'est plutôt que c'est l'utilisation systématique des totems politiques. Alors celui-là, c'est la sécurité, parce qu'effectivement, on a une actualité qui est brûlante là-dessus. Je pense qu'il faut au contraire retourner vers une solidarité également sur ce plan-là, condamner d'une façon globale cette violence et redonner justement la main et les moyens à nos policiers. C'est ce qu'on s'efforce à faire. Alors le problème de la justice, encore une fois, ne faisons pas des interprétations trop hâtives. On a répété à plusieurs reprises, et le premier, le ministre de la Justice, qu'il voulait que les peines soient effectivement exécutées. Donc ne caricaturons pas les personnages sur ce qu'ils ont pu être avant d'être ministres. Aujourd'hui, en charge du ministère de la Justice, il a dit qu'il voulait faire exécuter les peines, et ceci, même si elles étaient réduites. Donc, encore une fois, combattons une espèce de désinformation, notamment vis-à-vis des délinquants, comme quoi ils n'exécuteraient pas leurs peines. Ils les exécutent effectivement. Et il faut donc arrêter de donner des clés à ces gens-là de sentiments d'impunité. Allez, rapidement, pour terminer, une réponse à chacun d'entre vous. On sait qu'il y a 100 000 peines quand même qui sont prononcées, non exécutées à l'instant T. Vous savez, en infligeant une amende de 150 € à ceux qui font des petits deals, notamment de cannabis, comme ça vient d'être décidé, on ne lutte pas contre le trafic de drogue. En demandant au préfet de détourner le regard des zones où la loi de la République française n'est plus respectée, soit par communautarisme, soit par deal, et j'habite à côté de Marseille, je sais de quoi je parle, on n'aide pas à plus de sécurité. Vous semblez dire que la sécurité n'est qu'un argument politique. Non, c'est une réalité que chaque Français vit aujourd'hui de plus en plus, même dans le moindre village maintenant, cette peur de sortir de chez soi, cette peur de se faire agresser. Les chiffres sont terribles pour votre gouvernement en termes de hausse d'agression, de cambriolage, et singulièrement pour nos policiers et nos pompiers. Donc il faut maintenant, vous parliez de solidarité, si vous prenez les mesures, on sera solidaire avec vous. Construction de 20 000 places de prison, on sera solidaire avec vous. Application totale des peines pour les délinquants, on sera solidaire avec vous. Renvoi dans leur pays d'origine des étrangers délinquants qui, je le rappelle, occupent 25% des prisons, on sera d'accord avec vous. Mais si c'est pour détourner le regard et flatter certains électorats pour les prochaines échéances et ne pas régler les problèmes, là, évidemment, nous serons des opposants déterminés, M. Bonnell.
Allez, Bruno Bonnet, pour le mot de la fin. Je crois que j'ai écouté avec attention cette longue liste sur lesquelles il y a un certain nombre de points sur lesquels on est d'accord, et ça ne veut pas forcément dire qu'on est d'accord avec les valeurs que représente M. Jacobelli. On est surtout d'accord avec le fait qu'il faut rassurer la France, et ce n'est pas en criant à chaque fois et en faisant de la généralisation sur chaque événement, même s'ils sont graves, qu'on va résoudre le problème. C'est bien en agissant sur le terrain, et c'est toute la philosophie de Gérald Darmanin aujourd'hui, qui a réaffirmé, non pas simplement un coup de tweet, mais effectivement par des actions sur le terrain, qu'on veut redonner aux forces de l'ordre leur fonction de maintien de l'ordre et de gardien de la paix et de la sécurité de nos concitoyens. Merci beaucoup. Pardon, je vous ai coupé. Merci beaucoup, Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national. Merci à Bruno Bonnet, le député La République En Marche du Rhône. Bon, voilà pour cet échange. Peut-être plus globalement, on sait qu'Emmanuel Macron voulait privilégier le régalien. C'est ce qu'il avait affirmé ces derniers mois. Quand on voit ces images, est-ce que ça ne porte pas un peu préjudice à cette volonté ? La difficulté, si vous voulez, bon, d'abord la tâche est complexe, ça il faut le dire, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas avancé d'un iota. La difficulté, c'est que si vous voulez, la langue qui consiste à utiliser la fermeté, et parfois la fermeté avec une forme, j'allais dire, de langage populaire, comme essaye de le faire Gérald Darmanin à la suite de Nicolas Sarkozy en son temps. C'est une langue qui ne peut avoir d'efficacité que si elle n'est pas contredite par des images qui sont répétées jour après jour et qui viennent démonétiser cette communication. Donc là, on touche aux limites de l'exercice de communication, en l'occurrence, quel que soit le ministre, qui peut en effet tenir un discours qui consiste à être un discours d'une très grande fermeté, voire parfois même d'une fermeté qui s'exprime, encore une fois, dans un langage qui est un langage accessible pour tout le monde. Mais si, jour après jour, vous avez des images qui viennent contredire cela, en effet, ça pose un problème. Ensuite, sur la question du régalien, si vous voulez, aujourd'hui, on voit bien que Emmanuel Macron essaye de faire du régalien, en effet, l'un des enjeux forts de son agenda politique. C'est pas le seul, mais en tout cas, il essaye. Parce qu'on a toujours considéré, ça a toujours été une critique qui a été faite dès la campagne d'ailleurs présidentielle de 2017, où on créditait de compétences économiques le président de la République, mais sur les questions régaliennes, sécurité, défense, justice, on considérait que là, il y avait un angle mort, vraisemblablement, dans son offre politique. Donc, il a d'autant plus intérêt à insister sur le régalien qu'on voit bien que ses oppositions politiques vont en faire un point de critique essentiel dans les semaines et dans les mois qui viennent, dans la perspective de l'élection présidentielle. Moi, je voudrais rebondir sur un élément, justement, sur la question de l'image. Parce que quand même, pas critiquerais, mais je ferais juste la remarque quand même qu'au niveau des chiffres, les derniers chiffres qui sont tombés en matière de délinquance et d'homicide, chiffres officiels, démontrent par A plus B que par rapport à l'année dernière, il n'y a pas véritablement de progression. On reste sur une relative stabilité. Donc, faut quand même. Donc là, ça dépend des chiffres, en fait. Ça dépend des chiffres. Violence sur personne augmente. Mais ce que je pense que ce qui est sûr, c'est que c'est là où je rejoins ce que vient d'être dit, c'est qu'il y a c'est la question du sentiment d'insécurité qui est toujours souvent plus élevé que parfois que la réalité elle-même. Et que les images, et là je pense que c'est toute la difficulté aussi pour le gouvernement, pour les politiques actuelles, c'est que forcément une image sera toujours plus forte parce qu'on est plus aujourd'hui dans une époque de l'émotion, de l'indignation, des affects que véritablement de la raison. Une image sera toujours plus forte et une meilleure démonstration que de l'inefficacité finalement d'un gouvernement, d'une politique. Donc ça, je pense que pour les gouvernements actuels, c'est beaucoup plus difficile de mener à bien une politique. Après, concernant Emmanuel Macron, je pense qu'effectivement, comme vous l'avez très bien dit, la question régalienne a toujours été un peu son angle mort, parce que je pense que fondamentalement, Emmanuel Macron, je ne sais pas si c'est son moi profond, mais enfin, en tout cas, il est plus sur un positionnement dit plus de gauche, j'essaie de comprendre que vraiment d'être dans le punitif, même si aujourd'hui, on le voit bien, c'est s'il veut d'un point de vue politique, dans l'optique de 2022, s'il veut encore plus toucher l'électorat de droite, il faut qu'il aille sur ce terrain-là, inévitablement. Alors, on est en 2020, ça n'a échappé à personne. On va remonter le temps. En 2005, je pense que là, vous voyez où je veux en venir. Nicolas Sarkozy, à Argenteuil, autre gouvernement, autre majorité. Et voilà ce que l'on pouvait voir sur les chaînes d'infos. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. On va faire que ces quartiers puissent vivre
que les gens qui travaillent et qui se lèvent tôt le matin puissent vivre sans avoir la vie empoisonnée par les voyous. Voilà, c'était donc il y a 15 ans, c'était en octobre 2005. Et depuis, que s'est-il passé? Changement de gouvernement, de majorité, de président de la République, etc. etc. Pas grand-chose. Pas grand-chose finalement sur le sens, ni sur les chiffres des violences, même si ça évolue, et c'est important dans l'évolution, je vais y revenir, ni sur le sentiment d'insécurité qui reste dans le débat public très présent tout le temps. Sur les chiffres des violences, il y a des choses importantes, c'est que aujourd'hui, il y a plus de violences contre les personnes, plus que de vols. Or, les violences contre les personnes, c'est ce qui est le plus grave. C'est ce qui impacte le plus les gens eux-mêmes et leurs familles. Et notamment des violences sexuelles, des violences contre les jeunes filles. Donc là, ça crée une peur directe sur les individus et puis sur leur entourage. Donc là, je pense qu'on a affaire à quelque chose qui renforce en fait la peur, mais la peur est le moteur de nos sociétés de manière un peu structurelle depuis une quinzaine d'années. Et pas simplement liée uniquement à l'insécurité, la violence, mais à l'insécurité globale de nos vies. L'insécurité économique, l'insécurité, qu'est-ce qu'on va devenir, l'insécurité écologique. Donc ce contexte d'insécurité, plus l'insécurité violence, en fait le moteur principal est devenu la peur. Donc ça va toujours être là, et il est vrai que les chiffres n'ont pas non plus spectaculairement régressé. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy en avait fait à un moment donné une structure de son action qui a été la lutte contre l'insécurité, le Karcher, et on ne peut pas dire que la situation est fondamentalement changé, ni dans les quartiers, ni au global. Donc on voit que c'est multifactoriel, beaucoup plus complexe que juste de déclarer qu'on va lutter contre l'insécurité pour y arriver. Alors pour autant, ça reste un souci majeur, c'est-à-dire que quand on va dans d'autres pays où notamment l'insécurité est plus basse, le ressenti, c'est absolument incroyable, c'est-à-dire le ressenti personnel est dingue. C'est-à-dire que ça change littéralement la vie d'être dans un pays où l'insécurité est plus basse à chaque instant. Donc c'est pas une petite histoire, la sécurité, mais c'est un global, et il suffit pas de crier qu'on va lutter contre l'insécurité pour que ça se passe. Tout à fait. Non, je vous rejoins totalement là-dessus, et d'autant plus que, au-delà de simplement les chiffres généraux qui évoluent quand même sur la question des violences aux personnes qui sont les plus visibles aussi, celles qui vont exacerber ce sentiment d'insécurité, on a des environnements qui évoluent. Et au-delà du chiffre et de la généralité, on a des secteurs où les gens vivent depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, et voient que leur vie, la façon dont ils peuvent se déplacer évolue, dont ils peuvent finalement sortir ou non le soir, dans quelles conditions. Et ça, finalement, ça vient alimenter aussi profondément un sentiment général, parce que ça vient créer toutes ces petites pièces où chacun se sent beaucoup moins en sécurité dans l'espace public commun. Et là-dessus, on a un véritable problème, parce que ça ne touche pas uniquement les populations dans certains quartiers, ça n'est pas justement juste ces quartiers-là. Finalement, même dans Paris, beaucoup de personnes peuvent se sentir en insécurité à certaines heures, à certains endroits, etc. Donc on est fondamentalement sur un projet politique où on trouve de l'incantation finalement dans les tweets de Gérald Darmanin, qui essaye finalement de personnifier quelque chose qu'il n'était pas, où il n'avait pas la carrure jusqu'à maintenant qu'il ait été assigné là-dessus. Donc il tente, par ces petits mots, par cette appropriation d'un langage qui n'est pas le sien à l'origine, de se personnifier sur la droite. On verra jusqu'en 2022 si ce pari aura marché. Ça sera le résultat des courses. Bon, restez avec nous une petite pause, puis on va parler de cette idée de François Hollande, une contribution des plus hauts revenus, plus précisément des dividendes dans ces périodes extrêmement troubles. À tout de suite. Et on va parler à présent fiscalité des riches, de solidarité. Invité du grand jury, François Hollande a été interrogé sur la crise sanitaire et puis ce rapport de Matignon qui a été publié jeudi, dans lequel il est écrit que les 0,1% des Français les plus riches se sont enrichis encore plus l'an passé via notamment le versement des dividendes grâce aux réformes du début du quinquennat. L'ancien président s'est prononcé pour une contribution des hauts revenus, plus précisément des dividendes. Essayer de faire comprendre que beaucoup de Français qui ont plus de 4 000 euros, 4 500 euros par mois, et qui sont regardés comme riches, ne le sont pas à leurs yeux, et c'est bien légitime. En revanche, quand on regarde ceux qui ont plus de 4 millions d'euros de patrimoine,
et là on tombe sur 0,1% de la population, c'est là qu'on peut avoir le sentiment que cette catégorie de Français a beaucoup bénéficié, et les chiffres en attestent, des mesures fiscales qui ont été prises par Emmanuel Macron. C'est pour ça que j'ai dit... Anti-pauvre j'ai pas dit anti-pauvre, j'ai dit très favorable aux très riches. Voilà, très favorable aux très riches. On écoutera l'autre extrait dans lequel François Hollande demande donc une contribution des plus hauts revenus, notamment sur les dividendes. Sandra Motin, bonjour, vous êtes députée LaREM de l'Isère, vous êtes la vice-présidente de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire pour être complet. Est-ce que, on reparlera dans quelques instants de cette mesure souhaitée par François Hollande, déjà cette image de président des très riche, c'est François Hollande. Alors il y a sans doute une arrière-pensée derrière qui tacle un peu le président, mais ça ne va pas coller à la peau, pardon pour l'expression, de Emmanuel Macron jusqu'à la fin du quinquennat. Écoutez, je crois que, d'abord bonjour, je crois que c'est une image qui est très injuste en réalité, parce que notre gouvernement est certainement celui avec la majorité qui a fait le plus pour les plus pauvres. On a augmenté la prime d'activité de 100 €, on a augmenté le minimum vieillesse de 100 €, on a augmenté l'allocation adulte handicapé. On a distribué depuis le début de cette crise près d'1 milliard, 890 millions d'euros pour être précise, aux plus fragiles. Donc honnêtement, moi, je n'ai pas à rougir une seconde de notre action pour ceux qui en ont le plus besoin dans notre pays. Et je crois que cette vision finalement du président des riches, elle est vraiment injuste et injustifiée. Et puis, on va pouvoir rediscuter des effets, effectivement, d'une réforme fiscale que nous avons menée en 2018 et qui va complètement à l'encontre de celle qu'avait menée d'ailleurs François Hollande en 2013. On est complètement d'accord là-dessus. Et donc, je comprends très bien sa réaction et son analyse, puisque nous n'avons pas forcément la même façon de voir les choses. Moi, ce que je vois, c'est que dans notre pays, la France, est l'un des seuls au monde dans lequel les salaires augmente, enfin en tout cas la part des salaires augmente plus vite que celle de la rétribution du capital. Et je crois que ça, on ne dit pas assez et on ne s'enorgueillit pas assez de cette réalité en fait. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2018 finalement et en 2019 ? Oui, il y a eu un rattrapage sur ce qu'on pourrait appeler un rattrapage sur les dividendes, puisque la fiscalité qui avait été mise en place par les gouvernements de M. Hollande, elle était quasi confiscatoire, puisqu'il y avait certains dividendes sur lesquels on devait payer jusqu'à 100% de taxes. Donc bien sûr qu'il y a eu une réévaluation. Maintenant, si on regarde bien, et si on se met avant la crise de 2008, finalement, le montant des dividendes de 2019, il est au niveau de celui de 2007, c'est-à-dire d'avant la crise. Donc, est-ce que les riches deviennent toujours plus riches? Est-ce que les dividendes sont quelque part quelque chose de mal? Je ne crois pas. Je crois d'abord que les dividendes, ça rétribue un risque que prennent certains pour faire en sorte que notre économie aille bien et qu'il y ait des investissements. Et d'ailleurs, on peut se réjouir aussi que notre pays, depuis donc 2018 et 2019, soit devenu le pays le plus attractif d'Europe en termes d'investissement. Ça, c'est important. Alors, Sandra Motin, attendez, je vous coupe, parce qu'on va revenir sur cet aspect du rapport de France Stratégie, où il y a des points d'interrogation sur la théorie du ruissellement, comme l'on dit. Je voudrais qu'on revienne à cette proposition de François Hollande, contribution pour les plus hauts revenus, notamment en taxant davantage les dividendes. Et il y a ce chiffre qu'on trouve également dans ce rapport de France Stratégie, les 0,1% les plus riches se sont encore enrichis. Là, aujourd'hui, je pense qu'il s'agirait de faire une contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus, notamment sur les revenus tirés des dividendes, puisque ce sont les dividendes qui ont été largement bénéficiaires. De combien ? C'est pas à moi de le dire, mais je pense que c'est pas tellement le montant. Réfléchissons d'ailleurs aux chiffres. On parle d'un plan de relance de 100 milliards. On a un déficit budgétaire qui atteint 10% de la richesse nationale. C'est pas avec des recettes même exceptionnelles que l'on peut endiguer. Il va falloir prendre d'autres mesures le moment venu. C'est très important que dans une période comme celle-là, où il y a beaucoup de sacrifices qui sont demandés aux Français, et notamment à ceux qui sont au travail auprès des malades, ou ceux qui agissent pour les services publics, ou ceux qui travaillent pour faire que l'économie tourne, eh bien qu'il y ait une contribution des plus favorisés. Alors Sandra Motin, est-ce que c'est une idée que vous pourriez retenir? François Hollande l'admet, ça rapporterait peut-être pas forcément grand-chose, mais ce serait un symbole. Et la politique, c'est fait de symboles. Et l'économie, c'est fait de confiance.
Et je peux vous assurer que ce qui a bien marché aussi pendant ces 2 dernières années, c'est que grâce au contexte fiscal qu'on a créé, eh bien, l'évasion fiscale s'est arrêtée aussi. Et que cette année, on a un solde positif. Donc oui, les symboles, c'est important, mais la confiance, ça l'est aussi, notamment pour ceux qui investissent dans notre économie. Et moi, je veux dire quand même que les plus riches, aujourd'hui, ils payent beaucoup d'impôts. Par exemple, on peut dire qu'aujourd'hui, ce sont 10% des contribuables qui payent l'impôt sur le revenu qui payent en réalité 75% des montants qui sont collectés. Donc, il y a des choses comme ça aussi qu'il faut bien avoir en tête. Je crois qu'aujourd'hui, les plus riches dans notre pays, ils sont déjà fiscalisés à un niveau qui est important. On reste en France les champions du monde de ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire de tous les impôts et taxes. Mais est-ce que pour les plus riches, parce que vous parlez de l'IRPP, comme on dit, l'impôt sur le revenu, effectivement, il y a moins de 50% des foyers fiscaux qui le payent, mais dans ces 50%, il y a les classes moyennes. Là, on s'adresse, et ce que tout le monde a remarqué dans ce rapport de Matignon d'ailleurs, hein, c'est France Stratégie, c'était les 0,1%, les plus riches qui avaient un patrimoine de plus de 4 millions d'euros. On n'est pas dans les classes moyennes. Bien sûr. Et comme je vous dis, c'est dans les 50% qui payent l'impôt, les 10% les plus riches payent 75% des montants qui sont collectés. Donc c'est important, c'est déjà sur eux que ça repose beaucoup. Ensuite, il ne faut pas oublier, quand on a fait la réforme de la fiscalité, on a gardé l'impôt sur la fortune immobilière. Et donc aujourd'hui, vous avez des gens qui ont des très gros patrimoines immobiliers qui payent plus d'impôts que les autres. Et que ça a d'ailleurs permis aussi un peu, et ça c'est France Stratégie qui le dit, de faire des choix différents et d'investir plus dans l'économie plutôt que dans la pierre, qui ne rapporte pas. Donc, je crois qu'aujourd'hui, si on faisait des gestes symboliques comme cela, alors même qu'on s'est engagé à ne pas augmenter les impôts, je crois qu'on reviendrait sur notre parole et que finalement, on donnerait un signe assez contradictoire à tous ceux qui, aujourd'hui, vont participer avec nous à la relance de notre pays. Merci beaucoup, Sandra Mottin, pour cette réaction. Alors, bon, on vient d'écouter François Hollande. Bon, c'est un petit peu la campagne de 2011 hein, qui nous a rejoué. On vient d'écouter Sandra Mottin. Pas question de reprendre une idée, même si François Hollande le précise. Ça ne rapporterait pas grand-chose, mais bon, c'est plus voilà, symbole solidarité nationale. Ouais, j'ajouterais quand même une petite chose sur le rapport de France Stratégie, qui est quand même important à souligner. C'est que certes, les 0,1% des plus riches ont reçu plus de dividendes, mais il y a eu moins effectivement d'évasion fiscale. Ces dividendes sont aussi taxés. Et par ailleurs, ce qui est pour la donnée la plus importante, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui comment sont réinvestis ces dividendes. Et c'est là, en fait, le vrai sujet, en fait, c'est savoir si effectivement ils vont être réinvestis dans l'économie réelle, parce que c'était l'objectif de la mesure d'Emmanuel Macron. Donc si c'est pas le cas, là, effectivement, je dirais, il y a l'objectif n'est pas atteint. Le rapport le dit, il est trop tôt. Il y a eu la Covid qui est passée par là. C'est pas pour défendre la mesure, mais je pense qu'il faut avoir le bilan définitif. Là, on ne sait pas. C'est auprès de l'opinion publique. Mais cette théorie du ruissellement, moins de taxes, moins d'impôts, ça permet plus d'investissements, ça permet des créations d'emplois. Il y a un point d'interrogation. Alors peut-être qu'on pourra le gommer, ou peut-être que ce point d'interrogation, ça sera dur pour 2022 oui, ça sera compliqué, mais vous savez, la politique a ses raisons que l'économie ignore, en l'occurrence, il faut le savoir. Et François Hollande tient un discours qui est forcément très politique, où il est finalement, j'allais dire, presque dans son sillon, et où il tape là où ça fait mal. Parce que finalement, vous posiez la question tout à l'heure de savoir si l'image d'Emmanuel Macron, de président des riches, continuait à lui coller à la peau. Le problème, si vous voulez, l'image dans un quinquennat présidentiel, ou même c'était vrai dans un septennat, mais a fortiori encore plus dans un quinquennat, elle se solidifie très vite, elle se sédimente très vite. Vous voyez, Nicolas Sarkozy, il a, disons, traîné comme un boulet l'affaire du bouclier fiscal pendant les 5 années du mandat. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron, toute proportion gardée, il est à peu près dans cette, disons, dans ce corner-là. Quoi qu'il fasse, aujourd'hui, il est associé à l'idée d'être le président de la République d'une certaine France. Et vous savez, le
mouvement des Gilets jaunes n'a rien d'autre été que l'expression finalement de ce rejet-là aussi. Donc c'est compliqué, c'est très très compliqué. Et en effet, le rapport que vous citez, d'une certaine manière, il apporte, à tort ou à raison, mais enfin il apporte de l'eau au moulin de ceux qui aujourd'hui critiquent la politique économique qui a été menée par Emmanuel Macron depuis 5 ans. Politique économique qui a d'ailleurs été, d'une certaine manière aussi, catapultée par 2 crises successives, c'est-à-dire la crise des Gilets jaunes et la crise du Covid, qui a complètement mis par terre le logiciel économique qui était le sien au départ. Donc aujourd'hui, si ça se trouve, Emmanuel Macron, dans sa pratique de politique économique, est aux antipodes de la politique économique qu'il finalement essayait de promouvoir en début de mandat. Mais peu importe, l'image reste. C'est bien le problème aujourd'hui. Alors, il y a ces courbes dont on parlait. On va les regarder, les départs, les retours en France, avec les mesures prises en début de quinquennat, notamment donc l'arrêt de l'impôt de solidarité sur la fortune. En jaune, donc, les départs. En vert, les retours. 240, 163. Alors, est-ce que vous considérez qu'on est un petit peu dans la marge ou bien que c'est significatif? Parce que, encore une fois, comme disait François Hollande, pour taxer les dividendes, on est dans le symbole. Ça ne rapporte pas grand-chose, oui. Mais voilà, c'est un signe. Là, c'est un signe, c'est un symbole ou ça compte pas? On voit qu'à certains moments, on était à 900 départs. Donc, de là à rattraper les centaines qui sont partis sur les années précédentes, on est quand même assez loin avec un bénéfice de quelques dizaines cette année. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est les montants que ça représente. Tout à fait. Derrière, c'est la question de montant. C'est gigantesque. C'est gigantesque. C'est-à-dire que l'évasion fiscale, ou en tout cas même l'évasion légale fiscale ou à la limite de la légalité, est gigantesque. Donc c'est aujourd'hui, dans une France qui est fragilisée, déjà, il y a eu toutes les crises successives, plus la Covid, se poser la question, en fait, d'une forme de solidarité aussi des très riches avec le pays qui les a vus naître, qui les a fait grandir et qui porte leur business. Je ne trouve pas que ce soit une question illégitime. Je pense que c'est une question intéressante. Alors, il y a plusieurs temporalités. Là, François Hollande, lui, il joue sa partition à lui, il joue sa partition politique. Il dit finalement, ce serait une sorte d'impôt temporaire, en quelque sorte, d'un impôt que vous décideriez de payer sur les dividendes à situation exceptionnelle. Pourquoi pas? Un certain nombre d'ailleurs de milliardaires l'ont proposé. Ne l'oublions pas. C'est-à-dire qu'ils se sont mobilisés pendant la crise et ils ont proposé d'avoir une contribution exceptionnelle dans la situation. Acceptons-le. Acceptons-le parce qu'on en a besoin et qu'il y a aussi une forme de, je pense, de réconciliation nationale à tricoter, peut-être pas de façon trop démagogique, mais autour du fait que les uns tendent la main aux autres. Il y a un manque de lisibilité aujourd'hui de ce que c'est que l'économie et de qui s'enrichit. La fameuse théorie du ruissellement, qui voulait que quand les entrepreneurs font de l'argent, eh bien cet argent ruisselle dans la société. Les Français ne l'ont pas observé, ils ne l'ont pas vécu personnellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça marche pas. On n'est pas en train de retricoter une classe moyenne. On est au contraire en train de voir les fractures s'intensifier. Donc le ruissellement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du dynamisme économique, mais le ruissellement ne s'est pas encore produit. Et à l'inverse, en fait, la grande classe moyenne française des années 70 est au contraire en train de se fragmenter de plus en plus. Donc des gestes de solidarité qui viendraient des très riches en disant moi je prends ma part de contribution à cette situation exceptionnelle, politiquement c'est intéressant. Les symboles sont importants. Ensuite, économiquement, sur la durée, est-ce qu'il faut taxer? Est-ce que c'est l'impôt sur la fortune? Ou est-ce que c'est finalement des politiques différentes qui font que ces systèmes d'optimisation fiscale, parce que c'est de ça dont on est en train de parler, d'optimisation fiscale, en fait, à un moment donné, les boîtes seraient priées de se justifier un petit peu plus et de se réancrer dans une réalité nationale. On parle de relocalisation de la production. Ben oui, relocalisons aussi les revenus et relocalisons aussi les circuits de distribution. C'est pas inintéressant de considérer tout ça. Alors, on vous a coupé dans votre démonstration. Pardon. Non, mais c'est vrai que cette question-là, finalement, de l'image du président vis-à-vis des plus riches, c'est fondamentalement l'exacerbation qui a vu le jour dans la crise des Gilets jaunes. C'est cette fracture sociale, territoriale qu'on a observée. Au-delà de simplement être le président des plus riches, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour les ultra-riches, il y a eu des choses qui ont été faites pour les très pauvres, et c'est cette classe moyenne dont vous parlez qui se trouve au milieu et qui se sent finalement être la seule à devoir participer, à devoir payer le prix le plus lourd de la reconstruction, de la relance, alors que ce sont finalement ces gens qui travaillent, qui ont un emploi, mais qui ne gagnent pas non plus des sommes extravagantes tous les mois. Et c'est du coup, au-delà de la question de la fiscalité, ce qui se pose comme question, c'est la question de l'efficacité aussi du service public. Parce que bien sûr, le symbole est très important sur cette dimension-là, mais il y a des réformes structurelles
à mener pour justement aussi rendre le service public efficace. La question de la crise du Covid nous le montre bien dans le système hospitalier, car finalement, dans ce qu'on dépense sur notre système de santé, une très large part est accordée à l'aspect administratif. Dans ce cas-là, finalement, les Français attendent plus, pas non plus uniquement de payer moins, mais que l'argent soit mieux utilisé. L'efficacité de la dépense publique. Il y avait un point intéressant là au moment de la crise des Gilets jaunes qui était en fait le ressenti des gens qui disaient l'État ne m'aide pas. Par contre, quand on leur demandait s'ils avaient des aides, en fait ils les avaient, mais ils ne le ressentaient pas comme des aides. Les seules fonctions sur lesquelles ils reconnaissaient le rôle de l'État étaient les fonctions de soins, en fait, et de chômage, de prise en compte. Important, peut-être que l'État peut se recentrer aussi sur ses fonctions régaliennes, et l'efficacité de l'action publique est effectivement assez important. On considère en France, bien sûr, il ne s'agit pas juste de payer plus d'impôts, mais de donner une efficacité à l'action publique qui est très importante. Je suis assez d'accord avec vous, mais je me dis qu'avec la crise actuelle, en tout cas qui peut peut-être venir, et en même temps le plan de relance, je demande à voir un petit peu comment tout ça va se réarticuler si on voit un chômage progresser énormément, ou si au contraire, grâce aux mécanismes qui sont mis en place par le biais du plan de relance et même de tout ce qui est mécanisme de chômage partiel, etc. Je demande à voir dans quelques mois comment ces débats-là vont être vécus, parce que je pense que la donne, là, c'est difficile d'y voir clair. Les 100 milliards sur la table. Et puis alors cette évaluation, parce qu'on en revient toujours un petit peu à ça, on parle de l'ISF, de cet impôt supprimé. Écoutez ce que disait Emmanuel Macron, c'est en avril 2019. J'ai aussi entendu combien la réforme de l'impôt sur la fortune menée au début du quinquennat était perçue comme un cadeau fait aux plus fortunés. Mais comme c'est une réforme pragmatique, elle sera évaluée en 2020 et nous regarderons son efficacité. Si elle n'est pas efficace, nous la corrigerons. Si elle est trop large, qu'elle a des effets pervers, ils seront corrigés. Mais je le dis très clairement, c'est une réforme pour produire, pas un cadeau pour les plus fortunés. Est-ce que ça sera trop tard? Parce qu'on a compris, donc on parlait de ce rapport de France Stratégie. Il dit qu'il faut encore quelques mois pour évaluer, mais le temps avance. Présidentielle, c'est 2022, au printemps. On arrive à l'hiver 2020. Est-ce que, si je puis dire, le mal sera fait pour l'exécutif? Si vous me posez la question, est-ce que le retournement d'image pour Emmanuel Macron par rapport à ce trait qui constitue une aspérité aujourd'hui manifeste pour les classes moyennes et les classes populaires, est-ce que ça risque? Est-ce que le temps sera suffisant? Certainement pas, en l'occurrence. Ça me paraît, disons, un vœu pieux. Mais si vous voulez, il y a quand même un problème de fond, c'est que depuis 30 ans en France, on a un déclassement social qui touche à la fois les classes moyennes et les classes populaires. Et c'est ce qui, encore une fois, a été à l'origine de la crise des Gilets jaunes, qui est d'ailleurs, la crise des Gilets jaunes, le point de départ, rappelons-nous, c'est une question de consentement à l'impôt, c'est une question de consentement aux taxes, hein, c'est la hausse de la fameuse taxe carbone. Donc en l'occurrence, il y a quand même en France un imaginaire où on considère, à la différence de l'imaginaire allemand en l'occurrence, où on considère que le rôle de l'État, à un moment donné, c'est de redistribuer pour permettre la cohésion sociale et territoriale du pays. Ça, c'est profondément ancré dans la société française. Et que pour que cette redistribution se fasse, il faut en effet qu'il y ait des mécanismes de solidarité. Et les mécanismes de solidarité, c'est qu'en l'occurrence, les plus riches, d'une certaine manière, aient un effort fiscal qui soit supérieur aux classes moyennes ou aux classes populaires. C'est cette idée qui structure quand même l'imaginaire politique. Et les imaginaires politiques, c'est quelque chose de très important, si vous voulez. Au-delà des politiques économiques, conjoncturelles et circonstancielles. C'est ce qui guide très souvent, d'une certaine manière, les motivations et les motivations électorales. Donc, vraisemblablement aujourd'hui, Emmanuel Macron est dans une très grande difficulté du point de vue de son image, en tout cas de ce côté-là. L'égalité, c'est une passion française. Oui, l'égalité, c'est une passion française. Marqué en Redvise. Merci beaucoup à vous quatre. On va continuer à parler d'économie dans quelques instants sur LCI, puisque vous allez retrouver François Langlais.